Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce premier chapitre sur l'introduction à la mathématique. Euh, donc dans ce chapitre, nous verrons l'essentiel de la logique, soit les énoncés. C'est vraiment euh, la partie en logique que nous utilisons en mathématiques. Donc je laisserai en chapitre dans la vidéo les différents aspects que nous verrons ici, comme marque-page, la fonctionnalité qui est offerte par la plateforme YouTube. Donc, débutons sur qu'est-ce qu'un énoncé. Donc, un énoncé est tout simplement une phrase déclarative donc qui prend une certaine valeur de vérité qui se veut transmettre une information. Nous pouvons prendre par exemple j'aime la soupe au pois. Oh. J'aime la soupe au pois. Ou il fait beau dehors. Nous pouvons prendre un autre énoncé. 1 et 1 font 3. Et comme dernier énoncé, peut-être, essayons avec demain, il neigera à Montréal. Donc, ce sont tous des énoncés. Nous verrons par la suite quel type d'énoncé il est intéressant d'étudier en logique et quel type d'énoncé de lesquels nous nous écarterons. Donc les énoncés se veulent avoir une valeur de vérité. Donc à chaque énoncé, nous attribuons soit la valeur vraie ou la valeur faux. Et cette valeur est associée à la variable qui est un énoncé. Donc, regardons l'énoncé « J'aime la soupe au pois ». Cet énoncé prend bien la valeur de vrai, car il est vrai que je suis friand de soupe au pois. Et si nous regardons l'énoncé 1 plus 1 est égal à 3, on sera tous d'accord pour dire que cet énoncé prend la valeur de faux. Il est faux de dire que 1 plus 1 est égal à 3. Nous pourrons regarder l'énoncé demain, il neigera à Montréal. Donc, demain, il neigera à Montréal. Et cet énoncé a bien une valeur vraie ou faux. Il est vrai de dire, ou bien il est faux de dire que demain il neigera à Montréal. Cette réponse existe. Cependant, elle nous est inconnue. Nous ne savons pas encore si il y aura de la neige à Montréal ou non, ou si Montréal sera sans précipitation pour la journée qui s'en vient. Et puis le dernier énoncé, il fait beau dehors. Cet énoncé, contrairement aux autres, ne prend pas de valeur de vérité vrai ou faux. Pourquoi? Parce que le qualitatif de faire beau dehors est quelque chose de subjectif, quelque chose qui va dépendre de chaque personne. Il n'y a pas une définition claire sur le fait d'être une belle météo. Donc, moi qui suis québécois, je n'aime pas en général l'hiver et je déteste la neige, à vrai dire. Je n'aime pas la neige. Ce qui n'est pas une opinion qui sera partagée par plusieurs de mes concitoyens québécois. Donc,
ceci est ambigu. Fait que ambigu. Si je peux bien l'écrire, je crois. Ceci sera donc un énoncé qui est à éviter au niveau de l'étude de la logique, puisque il ne sera pas possible d'attribuer une valeur de vérité claire sur ce type d'énoncé, et donc l'étude de ces énoncés sera à proscrire. Le tiers exclu. Qu'est-ce que le tiers exclu? Le tiers exclu est le concept en mathématiques et en logique plus généralement que tout énoncé doit prendre une valeur de vérité de vrai ou faux. Donc qu'il n'existe aucune autre valeur de vérité possible entre vrai et faux. Grossièrement, nous avons deux boîtes, une boîte vrai, boîte faux, et tous les énoncés, tous les types d'énoncés logiques vont rentrer dans l'une de ces deux boîtes. C'est ce que le tiers exclu nous dicte. Donc, en considérant le tiers exclu, en assumant le tiers exclu, on gagne beaucoup de puissance mathématique, disons, on gagne beaucoup de techniques qui nous est possible de trancher, de faire des preuves de certains énoncés. Mais cependant aussi, cela nous restreint sur les types d'énoncés que nous pouvons considérer. Donc, premièrement, si on considère l'énoncé « il est bon à la société », de faire du bénévolat. Donc, il est bon à la société de faire du bénévolat. Plusieurs d'entre nous, moi y compris, attribueront une valeur de vérité vraie à cet énoncé. Nous dirons que cet énoncé est vrai. Cependant, il faut reconnaître que ceci est un énoncé d'éthique, un énoncé non logique, mais moral. Être bénéfique à la société est quelque chose, oui, objectif, mais aussi est une question éthique, une question qu'on attribue une valeur éthique et non une valeur logique à l'énoncé. Donc ces énoncés seront à proscrire puisque l'éthique en général veut refuser le tiers exclu. En éthique, on ne veut pas dire que quelque chose est soit bon, soit mauvais et qu'il n'y a aucun entre deux. Il y a beaucoup de zones grises à explorer dans cette science que la logique va éviter. Et il y a aussi un autre type d'énoncé, je vais enlever ça, un autre type d'énoncé qui sera les paradoxes qui vont sortir du tiers, qui vont ressortir par le tiers exclu. Donc le paradoxe classique avec Pinocchio, c'est Pinocchio qui dit je suis en train de mentir. Donc Pinocchio est-il vraiment en train de mentir? Son nez s'agrandira-t-il ou son nez restera le même? Ou si on regarde cela en termes d'énoncé, nous pouvons étudier l'énoncé de cet énoncé est faux. Donc, si nous regardons l'énoncé de cet énoncé est faux, nous remarquons que d'essayer d'appliquer le tiers exclu à ce type d'énoncé nous mène dans un paradoxe. Pourquoi? Puisque si on assume le tiers exclu, qu'il n'existe que deux valeurs possibles à cet énoncé, on va y aller de façon exhaustive, regarder toutes les possibilités que cet énoncé peut prendre. Donc, si cet énoncé prend la possibilité vraie, nous avons que l'énoncé nous dit que cet énoncé est faux. Donc, l'énoncé prend alors la possibilité de faux. Mais ici, nous avons deux valeurs de vérité différentes attribuées au même énoncé. Donc, on doit rejeter le fait que l'énoncé soit vrai. Donc, si on rejette le fait que l'énoncé soit vrai, par le tiers exclu, nous devons accepter le fait que l'énoncé est faux.
Cependant, si l'énoncé est faux, que cela implique-t-il? Cela implique que dire que cet énoncé est faux n'est pas vrai. Donc c'est faux. Donc il faut dire que l'énoncé, s'il n'est pas faux, il ne peut pas prendre la valeur faux, il doit prendre la valeur vraie. Et puis on se retrouve que s'il ne peut pas prendre la valeur faux, il doit prendre la valeur vraie, nous avons ici qu'il ne peut prendre ni vrai ni faux. L'énoncé ne peut prendre vrai ou faux, contradisant le tiers exclu. Donc, ces types d'énoncés qui sont autoréférentiels, dont la valeur de vérité de l'énoncé dépend de l'énoncé lui-même, seront aussi à prescrire en logique, puisque souvent, avec le tiers exclu, ils vont mener à de telles situations paradoxales. Maintenant que nous savons qu'est-ce qu'un énoncé, en logique, il est souvent intéressant de se pencher sur la composition d'énoncés. Donc, de dire, je pourrais dire, par exemple, j'aime la soupe au pois. Et j'aime la neige. Pardonnez-moi de l'accent régional québécois. Ici, nous disons neige et non neige. Mais bon. Alors, ceci est une nouvelle énoncé. À l'intérieur, on peut poids avec un O, on peut percevoir les deux énoncés qui s'y cachent, n'est-ce pas? Ici, le premier, j'aime la soupe au pois, et le deuxième, j'aime la neige. Mais on peut aussi considérer cela comme un tout, comme un seul énoncé, n'est-ce pas? J'aime la soupe au pois et j'aime la neige. Donc, nous avons construit une nouvelle énoncé à partir, disons, d'anciens énoncés. Nous avons composé les énoncés ensemble. Et en général, nous pouvons faire cela avec d'autres types d'énoncés. Donc, ici, nous avons vu la composition avec le « et », mais nous pouvons aussi voir, par exemple, je n'aime pas la neige, comme un autre énoncé, n'est-ce pas? Je n'aime pas la neige. Donc, c'est un énoncé, mais à l'intérieur de cet énoncé, on peut y voir caché l'énoncé j'aime la neige, n'est-ce pas? Si on fait cela ici, on a l'énoncé j'aime la neige, et si on le change un peu, on se retrouve avec l'énoncé je n'aime pas la neige. Donc ces énoncés sont similaires, n'est-ce pas? Ils se retouchent en certains points. Eh bien, nous verrons que c'est simplement l'énoncé de négation. Donc, souvent en logique, nous utiliserons des simples lettres comme variable d'énoncé. Donc, nous dirons que P est l'énoncé qui représente 1 plus 1 est égal à 2. Et puis, nous pouvons utiliser d'autres lettres pour d'autres énoncés, comme Q étant l'énoncé qui représente 2 plus 2 est égal à 5. Et à partir de ces énoncés de P et de Q, nous pouvons construire de nouveaux énoncés, n'est-ce pas? Donc, non P serait ici non, nous l'écrivons avec un petit crochet pour signifier la négation de l'énoncé. Non P s'écrirait alors non, c'est faux de dire que 1 plus 1 est égal à 2. Et dans une notation qui nous est plus familière, nous écrirons alors 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Nous déplaçons le négatif dans le égal ici qui fait office de prédicat, disons, prédicat logique. Donc, nous inversons le prédicat logique en faisant la négation, donc dire que c'est faux que 1 plus 1 est égal à 2 est l'équivalent de dire que c'est vrai que 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Donc ça, c'était la négation. Passons peut-être alors à la conjonction
les conjonctions, il y a deux types de conjonctions, comme nous avons vu. Le et qui est assez familier pour nous, qui fonctionne similairement en français. Donc, j'aime la soupe aux pois et j'aime la neige se retrouve à être faux dans mon cas. Pourquoi? Parce que c'est faux que j'aime la neige. Je n'aime pas la neige. Donc, si on regarde l'énoncé j'aime la soupe aux pois et j'aime la neige en entier, l'énoncé est faux. Il y a une des parties dans le et qui n'est pas respectée, qui est fausse. Donc, l'énoncé au total va être faux. Et puis le ou est légèrement différent de la façon que nous utilisons le ou en langue naturelle. En langue naturelle, souvent le ou sera utilisé comme un tranchant, disons, une décision entre deux choix possibles. Donc, veux-tu manger de la soupe aux tomates ou de la soupe aux pois? Ici, la réponse est bien évidente, la soupe aux pois est bien supérieure. Cependant, vous voyez que ici on donne un choix entre deux possibilités et que le ou il tranche. Le ou se veut de guider notre choix entre ces deux possibilités-là. En mathématiques, en logique, ce ou se veut plutôt inclusif et non exclusif. Alors ce ou veut être vrai si l'un des deux parties est vrai. Donc, j'aime faire du vélo ou j'aime faire de la planche à roulettes. Ici, nous pouvons penser au début que soit il aime faire du vélo, soit il aime faire de la planche, mais en aucun cas il aime faire les deux. Eh bien, je vous ai trompé, j'aime faire du vélo et j'aime faire de la planche à roulettes. Raison de plus pourquoi je n'aime pas la neige. Mais bon. Alors, le ou se dit inclusif. Donc, si les deux parts du ou sont vraies, le ou sera aussi vrai. Le ou sera faux uniquement lorsque les deux parts du ou seront faux. Donc, par exemple, j'ai déjà visité la France ou j'aime l'hiver. Dans ce cas, pour moi, cette phrase, cet énoncé s'avère faux. Je n'ai jamais visité la France. De plus, je n'aime pas l'hiver. Alors, l'énoncé se retrouve faux. Nous voyons que si nous regroupons les énoncés de façon différente, nous aurons différents résultats. Donc, soit trois énoncés P, Q et R. Si nous étudions P et Q, oui, j'ai oublié de mentionner, les façons dont on écrit et ou seront et sera écrit par une petite flèche par le haut et ou sera écrit par une petite flèche vers le bas. Donc, la façon facile de penser, c'est que le ou est plus inclusif. Donc, si on est pour y verser de l'eau, l'eau s'accumulera dans le seau. Donc, le ou prend plus de possibilités pour être vrai. C'est peut-être un mauvais truc pour se souvenir, mais c'est le truc qui me permet, moi, de me souvenir. Donc, si c'est pour aider à quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Donc, si nous regardons l'énoncé P et Q ou R, donc nous faisons les parenthèses afin de regrouper cela, et nous regardons par la suite l'énoncé P et Q ou R, nous pourrions a priori penser que ces énoncés peuvent être égaux. Nous regardons, ce sont les mêmes pairages d'énoncés avec les mêmes conjonctions entre les énoncés, n'est-ce pas? Donc le Q ou R ici, nous avons aussi le Q ou R. Ici, nous avons le P ou Q et ici aussi, nous avons le P ou Q. P et Q plutôt. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas en général. En général, les énoncés n'auront pas un bon comportement, un tel comportement, disons. Il sera à l'étude de savoir comment les compositions s'agencent entre elles et quelles égalités nous pouvons en tirer. Donc, en exercice, je mettrai des exercices dans
un lien sous la vidéo, nous verrons les lois de Morgan. Donc, loi de Morgan. Qui nous dit que si nous prenons la négation de P ou Q, ceci est égal à la négation de P et la négation de Q. Et similairement, si nous prenons la négation de P et Q, ceci est égal à la négation de P ou la négation de Q. Donc, c'est comme si nous distribuons le négatif à l'intérieur et que nous inversons aussi la conjonction. Mais ceci se doit d'être prouvé de façon un peu plus rigoureuse et non simplement dire distribuer sur le tout, n'est-ce pas? Donc, une telle façon de... je vais passer à la prochaine page. Une telle façon de considérer ces compositions de variables de vérité, d'énoncés, est avec les tables de vérité. Donc, qu'est-ce qu'une table de vérité? C'est simplement, prendre le bon outil, c'est simplement une table où nous allons lister toutes les possibilités des entrées et à l'aide de ces entrées, nous pourrons ensuite trouver les possibilités de sortie concordantes. Donc, si nous irons avec notre exemple de la première loi de Morgan, donc P ou Q au négatif, c'est égal à la négation de P et la négation de Q. Nous pourrons prouver de façon exhaustive, donc en essayant tous les cas possibles, que ces deux énoncés, ces deux compositions d'énoncés, donc non P ou Q et la composition non P ou Q et la composition non P et non Q, sont bien équivalentes. Comment faire alors? Nous inscrivons ici nos variables, et puis ici nous sommes intéressés à P ou Q ici. Donc écrivons P ou Q, et puis cela, puis inscrivons non P ou Q. Ici, nous allons inscrire toutes les possibilités de nos entrées. Donc, la possibilité P est faux et Q est faux, la possibilité P est faux et Q est vrai, la possibilité P est vrai, Q est faux, et la dernière possibilité, les deux entrées sont vraies. Regardons alors P ou Q. Donc, P ou Q, dans le premier cas, se trouve à être faux, puisque à la fois P et Q sont faux. Dans le deuxième cas, se trouve vrai, dans le troisième cas, vrai et vrai. Et puis, en prenant le négatif du premier, le négatif de faux est vrai, le négatif de vrai est faux, le négatif de vrai est faux aussi, et nous complétons. Donc, ceci est la table de vérité de l'énoncé non P ou Q avec ses entrées. Si par la suite, nous essayons de la comparer à une autre table de vérité, faisons ça ainsi. Oui, faisons ça ainsi. Simplement. Nous regardons P, nous regardons Q, nous regardons non P, non Q, et puis non P et non Q. Donc maintenant, considérons P faux, Q faux, P faux, Q vrai, P vrai, Q faux, et les deux vrais. En complétant l'étape de vérité ici, il faut quand même bien les compléter, ne pas faire d'erreur, n'est-ce pas? Donc ici,
je regarde non P et je regarde non Q. Non P se trouve ici, non Q se trouve ici. Si les deux sont vrais, c'est le cas ici, donc la conjonction et de ces deux énoncés est aussi vraie. Et puis je regarde ici non P et non Q, non P et non Q. La conjonction et, j'ai vrai et faux nous donne faux. Alors, nous voyons ici que il y a bien égalité, n'est-ce pas? Le vrai concorde avec le vrai et les faux concordent avec les faux. Donc, par façon exhaustive, nous avons démontré les lois de Morgan, n'est-ce pas? La première loi de Morgan, du moins. Ceci n'est pas une façon agréable, disons, si l'on doit trouver l'étape de vérité pour des compositions avec beaucoup d'entrées, beaucoup de variables d'entrée. Pourquoi? Mais regardons tous les cas possibles, n'est-ce pas? Quand nous avons une variable, combien de valeurs cette variable peut-elle prendre? Eh bien, nous avons deux valeurs, n'est-ce pas? Vrai ou faux. Quand nous avons deux variables, combien de valeurs cette variable peut-elle prendre? Bien, nous avons vu ici, nous avons 1, 2, 3 et 4. Nous avons 4 possibilités, 4 combinaisons de valeurs que ces variables peuvent prendre. Et à votre avis, lorsque nous tombons à 3, combien de combinaisons peut-on avoir? Eh bien, regardons ça. Ici, à deux variables, nous avons déjà 4 combinaisons. Si nous ajoutons une troisième variable S, eh bien, on peut avoir S est vrai suivi de ces combinaisons, ce qui nous donne 4 combinaisons, et puis on peut avoir S est faux, suivi encore une fois de ces 4 combinaisons. Il faudra que je sélectionne. Oh! Aïe aïe. Ok. Puis-je faire quelque chose qui ressemble à cela? Peut-être. Donc, S peut être faux, suivi de toutes les combinaisons déjà présentes avant, mais ce seront de nouvelles combinaisons jamais mises dans le contexte des trois variables, puisque cette fois-ci, contrairement au cas précédent, S ici est faux. Et en général, nous retrouvons que lorsque nous avons n variables d'entrée, il existe 2 à la n combinaisons possibles. Donc si nous voulons regarder la table de vérité d'une composition avec 8 variables logiques, cette table fera 2 à la 8, 2 à la 8, 2 à la 5 fait 32, 32 fois 8, car 2 à la 3 c'est 8, 32 fois 8, 256. Fera 256 lignes. Ce qui fait beaucoup de lignes et conséquemment beaucoup de calculs à compléter. Donc, idéalement, il est préférable de couper ces calculs en regardant des règles simples, ainsi que, comme celle-ci, que l'on prouve à l'aide des tables, si je peux bien encadrer cela. Donc, ces règles simples qu'on prouve à l'aide des tables et que on utilise pour décomposer en composition plus simple ces phrases, ces nouvelles variables. Et puis, au final, les implications en logique. Donc, qu'est-ce qu'une implication? Donc, souvent, nous avons P implique Q. Regardons P implique Q. La définition d'une implication peut sembler assez bizarre
a priori, mais bien P implique Q, c'est bien non P ou Q. Alors, ouais, c'est ça. Non P ou Q. Non P ou Q est la définition de P implique Q. Mais pourquoi alors y mettre un nom autant aussi important, implication? Ben, si nous regardons un peu ce que non P implique Q veut dire, n'est-ce pas? Nous regardons un peu ce qui s'y cache derrière. Nous verrons pourquoi nous appelons cela l'implication. Donc, si nous avons par exemple P, on dit que c'est il pleut dehors, alors présence de pluie, et Q sera présence de nuages, n'est-ce pas? Ok, regardons comment traduire cela dans une phrase plus familière. Donc, s'il pleut, il y a des nuages dans le ciel. S'il pleut, il y a des nuages dans le ciel. Donc si nous avons P, ça veut dire que Q est aussi vrai. Quand P est vrai, Q est vrai. Regardons alors les tables de vérité associées à ceci, n'est-ce pas? P, Q et P implique Q. S'il ne pleut pas, n'est-ce pas? S'il ne pleut pas et qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel, que peut-on dire sur la phrase « S'il pleut, il y a des nuages dans le ciel ». Nous savons qu'il ne pleut pas, nous savons qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel. La phrase « S'il pleut, il y a des nuages dans le ciel » reste inchangée. Elle n'est pas invalidée par cette situation. Ça n'a pas été une contre-preuve de la phrase « S'il pleut, il y a des nuages dans le ciel ». Donc, nous considérons que P implique Q reste vrai, qu'il n'y a pas de contre-preuve à cette phrase. Considérons alors P faux et Q vrai. Que ça veut-il dire? Ça veut dire qu'il ne pleut pas, mais il y a des nuages dans le ciel. Donc, pas P, ça veut dire qu'il ne pleut pas, non P, il ne pleut pas, Q, il y a des nuages dans le ciel. Si on considère encore une fois, ce n'est pas une contre-preuve à la phrase « S'il pleut, il y a des nuages dans le ciel ». On n'a jamais dit que les nuages venaient uniquement lorsqu'il pleuvait. Les nuages peuvent très bien venir dans le ciel, même s'il n'y a pas de présence de pluie. Donc, P implique Q reste vrai. Cependant, si... nous allons faire plutôt cette situation. Si il pleut et qu'il y a aussi des nuages dans le ciel. Donc, il pleut, et on regarde dans le ciel, on s'aperçoit la présence de nuages. Que cela nous dit-il sur notre phrase « S'il pleut, il y a des nuages dans le ciel ». Eh bien, ça confirme la phrase, n'est-ce pas? Ça confirme la véracité de notre énoncé. L'énoncé reste toujours vrai. Et puis, si au final, il pleut, donc il est vrai qu'il pleut, mais il n'y a pas de nuages dans le ciel. Donc, Q est faux. Nous avons qu'il pleut, mais qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel. Que peut-on dire sur notre phrase « S'il pleut, il y a des nuages dans le ciel » ? Eh bien, on s'est aperçu qu'il pleut. Oui, il pleut. Cependant, il n'y a pas de nuages dans le ciel. Donc, la deuxième partie ne tient plus. Alors, l'implication ici est cassée. L'implication se retrouve fausse. Donc, quand on dit que quelque chose implique quelque chose d'autre, c'est dire que quand on voit la présence de la première chose, le premier énoncé est vrai, le second énoncé doit nécessairement être vrai. Si le premier énoncé est faux, le second énoncé peut prendre la valeur de vérité qu'il le souhaite. Et si le deuxième énoncé est vrai, si l'énoncé Q ici est vrai, le premier énoncé peut aussi prendre la valeur de vérité qu'il souhaite. Ceci est donc complètement équivalent à l'énoncé ici, non P ou Q.
vous pouvez comparer les tables de vérité. Je vous invite à le faire. Vous vous apercevrez que ceci est vrai. Nous pouvons ainsi aussi regarder le problème sous cet aspect. Donc, explorons non P ou Q. Eh bien, non Q est égal à quoi? Non Q, pas non Q, mais Q plutôt. Q est égal à non Q par le tiers exclu, n'est-ce pas? Donc, le tiers exclu nous dit que Q ou non Q ne peut prendre que l'une des deux valeurs, et si nous inversons deux fois la valeur, nous retrouvons avec la valeur originale, l'énoncé original. Ceci est une conséquence du tiers exclu qui n'est pas évident à voir a priori, mais c'est bien le cas. Donc, si nous considérons non P ou Q, ceci est égal à considérer non P ou non Q. Et puis, ceci est aussi égal à considérer non Q ou non P. N'est-ce pas? Donc, nous avons cette chaîne d'égalité. Mais si nous considérons maintenant non Q comme étant notre nouvel énoncé et non P comme étant l'autre énoncé, nous voyons un certain parallèle, n'est-ce pas? Nous voyons un non au début et puis deux énoncés ici. Et quand on avait cela, cela était égal à P implique Q. Je vais juste refaire mon signe d'égalité ici. Donc P implique Q est égal à non P ou Q, mais qui est égal à non Q ou non P. Et cela est égal à, ici nous prenons le non devant le non Q pour... ce n'est pas ce nom, en fait nous prenons ce non Q comme étant, disons, notre nouveau P. Non Q implique non P. Donc ceci est dit la contraposée de l'énoncé. Et nous avons vu que la contraposée est équivalent. Donc P implique Q est la même chose par égalité que non Q implique non P. Comment le traduire en langage plus familier? Eh bien, si nous reprenons notre exemple de pluie et de nuages, si nous avons dit que s'il pleut, il y a des nuages, c'est équivalent à dire s'il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de pluie. Donc, il ne peut pas avoir de pluie sans nuages. S'il n'y a pas de nuages dans le ciel, il est donc impossible de remarquer la présence de pluie. Ces deux énoncés sont donc équivalents. Et un autre énoncé qui est aussi intéressant est la contraposée. Donc, P implique Q. Si nous prenons la contraposée, nous la nommons Q implique P. Il est important à remarquer qu'en général, ce ne sont pas des énoncés qui sont équivalents, qui sont les deux vrais à la fois. Les énoncés sont différents, puisque, comme nous avons vu dans l'exemple précédent, il était possible d'avoir des nuages et de ne pas avoir de pluie. Ce que ici nous dit l'inverse, qui est au contraire de la contraposée. Si nous avons la situation où un énoncé est vrai et la contraposée l'est tout autant, est aussi vrai, que nous avons cette situation ici, nous avons P implique Q et Q implique P, alors nous avons que P est égal à Q. Les deux énoncés sont équivalents. Et non en termes de valeur de vérité, mais en termes de signification, ou plutôt en termes de valeur de vérité, et ce, peu importe ce que P et Q vont représenter. Donc, ceci met fin au premier chapitre. J'espère que vous aurez aimé. Comme je dis, je laisse des liens dans les commentaires de la vidéo afin d'avoir des exercices pour tenter de s'améliorer en mathématiques.
Et on se revoit à la prochaine fois.